Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast Point à la ligne, consacré aux nouveaux challenges liés au recrutement. Nous sommes ravis de retrouver nos deux invités, Laurent Méchin, dirigeant associé de l'agence Avantage Intérim, et Grégory Caillot, dirigeant de la société Profacide. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie, notamment centrée sur la marque employeur et la RSE. Sans plus attendre, replongeons-nous dans les arcanes du recrutement. C'est parti. Alors, on en a parlé un petit peu lors du premier épisode. Comment aujourd'hui fidéliser les nouveaux employés par rapport aux avantages sociaux, par exemple, ou la culture d'entreprise? Oui, alors la fidélisation, en effet, c'est un vaste sujet. Nous sommes une entreprise familiale, donc en fait, nous, on va en parler très facilement. On voit bien qu'en tout cas, on a entendu l'engagement familial, l'entreprise familiale. On a entendu des collaborateurs, ils veulent faire partie de la team. Parce qu'en fait, on va prendre soin d'eux. Ce ne sont pas des numéros. Et donc, du coup, ils se sentent reconnus. Plus impliqués. Ouais, beaucoup plus impliqués, en effet. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc, on parle de bien-être au travail. Il y a un petit espace pour prendre un café. Pour certains fumeurs, même si on dit qu'il ne faut pas fumer, il y a un petit espace pour les fumeurs. Il faut des bons outils, des bons PC. Voilà, il faut avoir le bon outil. On peut avoir le bon salarié, mais s'il n'a pas de bons outils, il ne pourra jamais bien travailler. Et puis après, au-delà du fait qu'il y ait des primes d'activité qui est vraiment lié à notre besoin, qui est quand même économique, hein, on doit créer de la valeur dans le sein de l'entreprise, il y a aussi tous les événements d'entreprise qui sont dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Alors par exemple, dans l'entreprise, dès qu'il y a un anniversaire, alors chacun ramène sa petite brioche ou alors il a cuisiné quelque chose pour ses collègues, donc c'est tout de suite très très sympa. Et toujours comme on est 80, ça fait quand même 80 anniversaires par an, donc personne ne se loupe, sinon il se fait montrer du doigt. Mais ça amène un peu de gaieté au travail. Et puis il y a Noël, donc repas d'entreprise, barbecue l'été, la Chandeleur, Pâques. Moi j'étais très content que le CSE, que les salariés, pour Grégory, voilà, un petit paquet de chocolat. J'étais très 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 content de petites attentions. Et c'est les petites attentions qui font à mon sens, les belles équipes, donc des collaborateurs fidélisés. Et à l'extérieur, à Tours, il y a notamment Bouge ta boîte, hein, qui, au mois de juin, je crois, juin prochain. Il y a Bouge ta boîte ou d'autres événements. Nous, on va participer. On va monter une petite équipe là, à Bouge ta boîte. Et puis, dès qu'un salarié, un collaborateur, je vais plutôt parler comme ça, dès qu'un collaborateur fait lui-même partie d'une association, on va l'expliquer dans l'entreprise. Le moment, alors le triathlon de Nouâtre, il y avait aussi pendant un moment des associations pour le bien-être des abeilles. Voilà. Donc dès que quelqu'un fait quelque chose, on l'explique et on essaye de venir accompagner et puis trouver des moments en dehors de l'entreprise pour pouvoir constituer, qu'on a un esprit d'équipe qui soit bien défini. Okay. Voilà. Je fais un complément des propos de Grégory. Effectivement, c'est pas lié uniquement que sur la rémunération. Aujourd'hui, c'est fait de fidéliser ses équipes aujourd'hui, c'est fait d'attention. Il faut être à l'écoute de ses collaborateurs. Aujourd'hui, c'est créer l'émulation de groupe. Nous, je sais qu'aujourd'hui, voilà, on a une proposition de valeur, c'est 8-18. Entre midi et 2 aujourd'hui, on échange. Les équipes sont libres aussi de sortir de l'entreprise, mais en règle générale, quasiment 100% des équipes restent en agence. Donc, ce qui nous permet aussi de pouvoir répondre aux besoins de nos clients entre midi et 2. Mais également, aujourd'hui, voilà, il y a une émulation qui est créée. Ça joue au papayo chez nous entre midi et 2 et ça crée de l'émulation aussi. C'est des choses toutes simples, hein, c'est un jeu de cartes. Voilà, et par rapport au temps imparti, ça peut être une demi-heure, un quart d'heure ou 10 minutes, mais ça suffit pour créer du lien. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est pas lié qu'à la rémunération. Forcément, il y a la REM, il y a les parties variables, mais il y a aussi, mais surtout le bien-être en entreprise.
Alors vous qui êtes directement, qui faites face directement au recrutement, est-ce qu'il y a des exigences particulières des candidats aujourd'hui, jeunes, chez les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, est-ce qu'il y a des exigences particulières lorsque vous êtes en recrutement? L'exigence aujourd'hui, elle est claire, il faut savoir écouter ses salariés. De toute façon, si on ne sait pas les écouter ou s'il y a une demande particulière qui est faite sur une problématique, je prends un exemple très concret, un salarié qui vous demande une journée, si vous lui dites systématiquement non, il y a forcément des chances aujourd'hui, alors ok, mais il y aura des chances que votre salarié, à un moment ou à un autre, perdra en motivation, aura l'impression de ne pas avoir été écouté et peut-être à moyen ou long terme ne sera plus dans l'entreprise. Donc effectivement, nous avons un devoir de productivité au sein de nos entreprises, d'équité, mais clairement, il faut savoir écouter ses salariés, trouver des solutions. C'est aussi la marque employeur, surtout d'entreprises familiales, indépendantes. Aujourd'hui, on n'est pas des numéros. Il faut savoir entendre. Et à l'inverse, souvent, les salariés nous le rendent. Quand on répond à une demande favorable, souvent, quand on leur dit qu'il faut mettre du punch, là, parce qu'on a un surcroît d'activité, clairement, ils sonnent présents. Donc, l'écoute est primordiale. Oui, je pense que ça ne s'invente pas en plus. Le fait de créer du lien dans l'entreprise, en tout cas, c'est un peu l'ADN de l'entreprise, de mon entreprise. Mais écouter ses salariés, c'est de pouvoir réagir au bon moment. On ne peut pas dire oui à tout. D'ailleurs, le pouvoir, c'est pas de dire oui. C'était une publicité à l'époque, c'était plutôt l'inverse, c'est pouvoir dire non. Mais on ne peut pas dire non tout le temps. Il faut pouvoir adapter, être équitable. Par exemple, une maman qui a besoin de soutirer son lait, il faut un endroit spécifique. Donc il faut pouvoir lui donner un peu de temps et aménager les horaires pour qu'elle puisse le faire correctement, puisque c'est son souhait, si c'est son souhait. Ou certaines personnes qui ont développé certaines maladies ou autres, il faut pouvoir essayer de ménager le temps de travail. Il y a la vie, ça peut être aussi des accidents de la vie. Donc si on moi, je m'intéresse beaucoup à la vie des salariés. Et quand ils ont des accidents dans leur famille, forcément, ça impacte. Donc, il faut pouvoir trouver le moment, dire pars plus tôt, on va faire comme ci, on va faire comme ça. C'est pas facile. On peut pas toujours faire ce qu'on aimerait faire. Mais en tout cas, le mieux, c'est d'essayer d'écouter un maximum pour trouver la bonne soupe, quoi. Il n'y a jamais de meilleure recette. C'est toujours nos recettes, mais en tout cas, il faut essayer de trouver. Après, quand on parle du RSE, de la marque employeur, c'est vraiment la carte d'identité de l'entreprise. Donc, quand on a défini les valeurs de l'entreprise, les collaborateurs se rendent bien compte que ce qu'on a écrit, c'est pas du flan. Voilà. En fait, on l'a écrit, on l'a défini d'ailleurs avec l'ensemble des collaborateurs. C'est notre marque, notre carte d'identité. Et donc, du coup, quand ils intègrent l'entreprise, ils se rendent compte que c'est véritable. Et donc, du coup, ils colportent la bonne parole. Mais autant, il faut qu'on soit vraiment honnête sur notre marque employeur, sur notre carte d'identité. C'est affirmatif sur les propos. Clairement, on peut faire les plus belles plaquettes commerciales et mettre les plus belles valeurs. Si on ne se les applique pas aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est bien beau, tout le monde peut le faire. Écrire les valeurs, l'écoute, la proximité, la réactivité. Si on ne l'applique pas aujourd'hui, on n'est pas crédible. Et c'est toute la question aujourd'hui, c'est de savoir dire oui de manière juste quand il le faut, et savoir sortir du cadre, ce qui est pas évident tous les jours quand on a un outil de production à respecter. Et puis savoir dire non aussi. Savoir dire non aussi, c'est pas accepter tout et n'importe quoi. Donc clairement, il faut et quand on est juste et que le non il est juste, on perd pas en crédibilité et nos salariés pour autant comprennent bien le non. Et auquel cas, s'ils le comprennent pas, ils sont libres aussi, effectivement, de voir
d'autres champs s'il le faut aussi. Hein. Oui, exactement. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus clairement se focaliser. Quand il n'y a plus de pièces à y mettre aujourd'hui sur un salarié, c'est source d'opportunité pour le salarié d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et surtout, c'est une source d'opportunité aussi pour notre entreprise parce qu'effectivement, derrière, ça apporte aussi un souffle nouveau avec de nouveaux collaborateurs qui arrivent. Et clairement, ça fait partie de la vie d'entreprise. Il faut le savoir aussi. Et exactement, parce que c'est la clé du bien-être. On a le droit de ne plus aimer travailler au sein d'une entreprise. Hein. Complètement. Donc, au CJD, on se forme beaucoup sur le bien-être. Voilà, parce qu'on considère qu'un dirigeant heureux, c'est une entreprise heureuse. Donc, en tant que manager, on se forme pour pouvoir appliquer certaines méthodes au sein de nos entreprises. Mais quand un collaborateur, systématiquement, veut toujours prendre le vendredi ou le lundi, ou une fois, ou 2 fois, si c'est systématique, on ne peut pas. Par rapport aux autres, c'est pas juste. Donc, on ne peut pas. Mais au bout d'un moment, il faut se poser la vraie question. C'est pourquoi tu veux pas respecter le bon fonctionnement de l'entreprise et le respect de l'équipe. Si c'est parce qu'il ne se sent pas bien dans l'entreprise, oui, il faut pas que ce soit un frein, en fait. Je suis assez satisfait de certains collaborateurs qui m'ont dit « je souhaite partir dans 1 ou 2 mois ». Et je les aide à partir, à trouver une autre voie. Plutôt qu'une personne qui, je me mets en maladie 1 semaine, et puis après 2 semaines, 3 semaines, et puis en fait, on sait très très bien que ça va durer le temps légal. Et ça, c'est très frustrant que ce soit pour l'employeur, mais que ce soit aussi pour les collaborateurs, qui ont donné confiance, parce qu'en fait, les équipes se font confiance. Et s'il y a une personne qui sort de l'équipe et qui trahit la confiance des autres, en fait, ça peut être une vraie frustration. Et faire comprendre effectivement que de toute façon, personne n'est indispensable dans une entreprise. Forcément, il faut être conscient de ça. On ne peut pas faire des choses quand on fait semblant. Il faut surtout être capable de se regarder dans le blanc des yeux et se dire les choses. Et parfois, un collaborateur qui va être force de recommandation pour dire qu'il y a des choses à améliorer, faut savoir l'entendre aussi et de voir si réellement c'est pertinent ou pas, quoi, pour le bien de l'entreprise. Mais ouais, pour synthétiser tout ça, effectivement, personne n'est indispensable dans une entreprise aussi. Et clairement, ça fait partie de la vie d'entreprise aujourd'hui. Parfois, il faut aussi redonner un sang nouveau avec peut-être des fois savoir se séparer d'un collaborateur pour repartir sur de bons auspices. Alors, par rapport à votre expérience, comment les entreprises elles peuvent mettre des actions en place pour justement stimuler, renforcer cette marque employeur? Il y en avait, c'est plein de petites actions. Hein. Comment trouver les axes pour pouvoir... comment dire si je répète votre question, c'est notre marque employeur, elle est écrite et définie. C'est comment faire pour pouvoir la rendre plus jolie, c'est ça? C'est ça, en tout cas, comment, on va dire, attirer encore plus les potentiels nouveaux candidats? Je pense pas qu'il faille changer. Dans le sens où je pense qu'il faut être fier de notre métier, fier de ce qu'on fait, dans la façon dont on le fait, proposer aux talents évidemment de venir intégrer, mais pas aller se réinventer ou trouver des astuces ou des artifices. Par contre, tout ce qui est autour de notamment de la RSE ou des événements extérieurs ou intérieurs dans l'entreprise, toute la vie de l'entreprise, c'est ça qui va impulser et c'est ça qui va faire tenir en fait les collaborateurs au sein de l'entreprise. Nous, on a assez peu de turnover. Pourtant, on est excentré. On est à Nouâtre, c'est un village qui est au sud de Touraine. Il y a à peu près 800 âmes qui y vivent. On a des collaborateurs qui sont de Tours, même Tours Nord, Tours Sud. On a beaucoup d'opérateurs qui sont autour du village. Et on a peu de turnover. Quand ils arrivent à l'entreprise, peut-être que des fois, ça fait un peu loin, mais ils préfèrent passer 20 ou 25 minutes dans leur voiture le matin et le soir parce qu'ils arrivent et ils s'en sentent bien. Mais tout simplement parce qu'en fait, on ne s'est pas trompé de discours. Des fois, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais on ne va pas te raconter une belle chanson. C'est dur. Mais ça ira mieux et puis on va faire ça. Et on doit communiquer, expliquer. Quand on a défini sa vision, sa mission,
dans l'entreprise et stratégiquement, on explique aux collaborateurs où on veut aller, où on veut emmener le bateau, je pense que le mouvement, l'élan, il est... Quand on a du mouvement comme ça, tout le monde s'accroche. Et il ne faut jamais laisser personne sur le côté, il faut toujours emmener. Effectivement, c'est l'entraide. Hein. Clairement, aujourd'hui, c'est pas de laisser un collaborateur à la traîne. C'est de comprendre pourquoi effectivement, il a un peu plus de difficultés. Mais c'est donner aussi du sens, effectivement, les gens qui ont plus de facilité à les aider et les accompagner à ce qui reste dans le bateau. Mais c'est la diversité d'entreprise. Aujourd'hui, l'humain, c'est quand même on aborde un sujet quand même qui est très important au sein de nos entreprises. C'est quand même l'aspect numéro 1 de nos entreprises, avant même la gestion. Aujourd'hui, s'il y a pas d'équipe, il n'y a pas d'entreprise. Même si aujourd'hui on est en pleine mutation, qu'il y a beaucoup d'outils de digitalisation, de processus on parle de l'IA en ce moment, c'est vraiment la grande tendance, mais rien ne remplacera l'être humain pour faire tourner nos entreprises. Donc on aura toujours besoin d'humains. Et c'est ce qui implique aussi à ce qu'on reste humble, c'est jamais une science... c'est toujours se poser aussi les bonnes questions. Même quand tout va bien, c'est là qu'il faut se les poser, parce que rien n'est acquis. Et l'humain, pour compléter un petit peu, il faut de la diversité. Quand on est autour d'une table, si il y a trop de femmes ou il y a trop d'hommes, le débat sera moins intéressant. Alors, on est 3 hommes, je suis navré, et nous deux femmes. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, je me suis retrouvé dans des situations où, du coup, on va beaucoup plus loin, on a des affinités différentes. Alors, ça peut être hommes et femmes, mais ça peut être aussi des générations, différentes générations. Et il faut avoir cette capacité d'écoute. C'est pas forcément facile, parce que on est quand même dans le jus, dans le guidon tous les jours. Et donc, on a chacun nos tâches. Donc, et des fois, il faut sortir la tête de l'eau. Et donc, moi, je me force à le faire. Je sors la tête de l'eau, je dis oui, j'aime le faire, mais je me force à le faire un peu plus pour pouvoir justement améliorer les débats et donc créer un petit peu de communication efficiente, on va dire. Okay. Alors ça, c'est intéressant, justement. Quelle est la place aujourd'hui de la diversité et de l'inclusion dans les stratégies de recrutement des entreprises ? La diversité, donc, je disais, il en faut, et l'inclusion. C'est-à-dire, l'inclusion, c'est permettre à ce que le groupe soit performant, avec toutes les orientations différentes. Et ça, ça peut être des fois un petit parcours d'équilibriste. Par chance, je remets le CJD en avant, mais par chance, je me suis formé pour pouvoir essayer de comprendre comment la colère s'exprime chez certaines personnes. Une personne, vous n'allez jamais la voir en colère parce que la colère, elle est intérieure. Et d'autres sont assez colériques. Ils n'ont aucun problème avec la colère. Mais du coup, la colère est la même. Il faut juste pouvoir la détecter et la comprendre. Alors, il y a plusieurs, la colère, la peur, la tristesse. Bon. Quand on essaye de travailler sur les différentes personnalités en fait, de nos collaborateurs, on essaye de créer des équipes, on essaye de leur faire entendre qu'on est tous différents et c'est grâce à la différence que l'entreprise va plus loin. C'est pas facile. C'est un exercice qui est assez compliqué. Et il faut le répéter souvent. Parce que tout le monde veut ramener tout le monde dans son précaré. C'est moi qui ai raison, donc viens chez moi, ça sera plus joli chez moi. Alors que c'est faux. Et il faut pouvoir ouvrir un petit peu. Travailler notamment avec des travailleurs handicapés. Bon, on adapte le poste, on adapte les horaires. Parfois, ils sont plus vite fatigués que d'autres. Mais en tout cas, c'est intéressant. Parce que du coup, tout le monde se met dans une situation où il faut pouvoir l'aider. Voilà. Donc, en fin de carrière, on est peut-être un peu moins vif que quand on a 30 ans, peut-être. Voilà. Donc, faut adapter un peu les postes. Et puis, voilà, il faut mixer les équipes. Quand il y a un poste où il y a des charges lourdes, on va mettre quelqu'un qui est un peu plus solide physiquement. Donc il faut pouvoir, cette diversité et l'inclusion, cette diversité est essentielle. Les deux sont totalement liés. Laurent, votre avis sur la question ?
Oui, bah, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vient de dire Grégory. Effectivement, c'est l'entraide. C'est des choses simples. Hein, c'est expliquer, communiquer les choses en permanence. Mais on peut se réinventer. Il y a un moment, c'est un travail constant, en fait. Un travail constant. Ok. Alors, quel conseil vous donneriez à des entreprises qui ont du mal aujourd'hui à attirer de nouveaux candidats ? Alors moi, les conseils que je donnerais, effectivement, c'est qu'ils ne travaillent pas en urgence, en fait. Aujourd'hui, depuis le Covid, la crédibilité, on parlait de marque employeur, de voir des pancartes 4x3, je recrute. Bon, je ne porte pas de jugement, mais est-ce que c'est crédible ? Aujourd'hui, est-ce qu'on pense attirer des talents ou des candidats au sein de son entreprise en mettant Le recrutement, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, moi, en tant qu'indépendant, j'ai 22 collaborateurs qui œuvrent sur le recrutement. Et je pense qu'aujourd'hui, bon nombre d'artisans, chefs d'entreprise, devraient plutôt se focaliser sur de la valeur ajoutée plutôt que sur le recrutement. Parce que le recrutement, c'est un investissement, c'est à part entière. Moi, je sais qu'au quotidien, on échange, c'est les politiques de chaque entreprise. Des entreprises qui passent du temps à faire du recrutement, ils se rendent compte que c'est vraiment très, très chronophage. Nous, actuellement, on investit énormément sur des outils digitaux. Clairement, c'est pour limiter un maximum de tâches chronophages sur le processus de recrutement et pour faire gagner à nos équipes être sur de la valeur ajoutée, donc le sourcing, uniquement le sourcing. Donc, on a un devoir aussi de conseil auprès de nos clients et nos entreprises et nos prospects de demain, c'est que le recrutement, voilà, c'est un métier à part entière. Et aujourd'hui, bon nombre de chefs d'entreprise ou leurs subordonnés RH devraient peut-être... Alors, je m'adresse plus sur des petites entreprises et TPE-PME, parce que bon, quand il y a des entreprises qui ont leur service RH, peuvent effectivement se focaliser au processus de A à Z sur le recrutement. Mais de manière générale, aujourd'hui, voilà, il ne faut pas se tromper de débat. Le recrutement, c'est un métier. Et moi, aujourd'hui, 22 collaborateurs, c'est ma première charge en masse salariale. Donc, c'est pas neutre. Donc voilà, il faut prendre conscience de ça, quoi. Par rapport à ce que tu dis, Laurent, sur le fait que c'est évidemment pas un métier de PME, TPE, oui. Mais c'est un métier pour autant, mais qui doit être, à mon sens, externalisé. Mais c'est un métier. On ne peut pas l'oublier. Même quand on a un service DRH, on a besoin de services extérieurs. Parce que on se rend compte quand même que aujourd'hui, les entreprises font beaucoup plus de fonctions régaliennes, beaucoup plus de fonctions régaliennes en RH qu'avant. On doit déclarer sur les portails ministériels et tel CERFA, et telle chose, et telle chose, et telle chose. Mais je ne sais pas, ça représente peut-être 1 ou 2 personnes, ou 1 personne et demie à l'année, pour 80 collaborateurs dans l'entreprise. Je trouve que c'est un nouveau poste, en tout cas. C'est une nouvelle charge que l'entreprise doit assumer. Par rapport au conseil, moi, le premier conseil pour l'entreprise, pour toute entreprise, c'est de communiquer. Alors évidemment, les 4x3, c'est pas... Il y a plusieurs façons de communiquer. Mais des petits forums de village, toujours communiquer un petit peu tout le temps pour montrer que l'entreprise, elle existe. Mais après... on n'est pas un cabinet de recrutement. Donc on fait appel à des cabinets de recrutement. Quand on a besoin d'avoir certains postes et certains talents, on fait confiance. Ça coûte de l'argent, mais finalement, ça coûte beaucoup moins cher. C'est important de le dire. Mais c'est vrai. Oui. Parce que quand on se trompe de casting et qu'on a payé une personne pendant 1 mois et demi, en fait, c'est pas son métier ou c'est pas la bonne personne, et on a perdu 1 mois et demi. Alors la personne, en plus, on est obligé de repartir au recrutement et de recommencer. Donc du coup, c'est bon pour personne. Des cabinets de recrutement, ils ont des méthodes, ils utilisent ils se focus sur une catégorie du profil et autres, ils font un pré-tri, et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus simple. On a 2, 3, 4 candidats, et du coup, on arrive à mieux maîtriser notre recrutement. Après, l'intérim, dans certains cas, c'est très, très intéressant aussi. Ça coûte, oui, un peu plus cher, mais à la fin, quand on a bien tout calculé, ça coûte presque le même prix, voire moins cher.
Je rebondis bien sûr. sur cet aspect-là. Effectivement, et moi, en tant que dirigeant indépendant, j'ai voulu changer cette image du travail temporaire. Mais aujourd'hui, c'est un outil vraiment très flexible pour les entreprises. D'ailleurs, on le voit par rapport, si on prend ces 15 dernières années. Le Covid, aujourd'hui, quand toutes les entreprises, on leur a demandé d'arrêter leur activité quasiment à 90%, les entreprises qui s'en sont bien sorties, c'est ceux qui ont une flexibilité et qui ont un 80-20, un 90-10 ou un 70-30. Là, on prend le secteur des travaux publics actuellement. Aujourd'hui, voilà, le bâtiment... Et le planning aujourd'hui sur la partie travail temporaire, elle est plus qu'elle était il y a ne serait-ce 6 mois. Donc le travail temporaire, ça permet de répondre avant tout, c'est un outil très flex aujourd'hui pour les entreprises. Ça permet avant tout de répondre à un surcroît d'activité, mais également aussi d'identifier des potentiels pour pouvoir justement les intégrer à moyen terme ou long terme au sein de leur entreprise. Donc vraiment, voilà, en tant que dirigeant indépendant, j'ai voulu vraiment changer cette image-là, parce que l'intérim, c'était un peu barbare. Les intérimaires, c'était, excusez-moi de l'expression, mais c'était pas beau, c'est pas bon. C'est trop cher, effectivement. Quoi? C'est trop cher. C'est sur quoi? Et Grégory l'a parfaitement exprimé. Et puis la réussite, c'est la tripartie. Aujourd'hui, il faut savoir aussi accueillir un intérimaire, parce qu'un intérimaire est à part entière un salarié de l'entreprise utilisatrice. Et ça, c'est la clé, c'est le respect. Voilà, et ça, je me bats, c'est un combat. Au-delà de mettre de la délégation et des plannings chez mes clients, aujourd'hui, on a un devoir de conseil et aussi de respect sur les points que je viens d'énumérer et Grégory vient de citer également. On avait, moi, j'étais pas pour l'intérim au départ de l'entreprise. J'ai changé mon fusil d'épaule. Enfin, et mes collaborateurs m'ont fait aussi changer mon fusil d'épaule. Aujourd'hui, je suis ravi. Il y a une petite partie d'intérim, et en fait, on se dit, oui, mais il faut les former, oui, mais finalement, en CDT, on forme aussi. Et puis, si au bout de 4 jours, il est parti parce que il n'aime pas être où il est. Voilà, donc c'est beaucoup plus flexible, voilà, avec l'intérim. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus, voilà, il faut trouver le bon pourcentage. Ça a un intérêt pour l'entreprise, effectivement, avant de s'engager avec un candidat, mais ça a un intérêt aussi pour le candidat. Je veux dire, aujourd'hui, on parlait des nouvelles générations, ils ne veulent pas reproduire ce qu'ont fait peut-être leurs parents, rester 30 ans, 40 ans, faire une carrière au sein d'une même entreprise. Avant de s'engager, le travail temporaire aussi est un bon levier pour les candidats. Et il y en a aussi aujourd'hui qui... Alors moi, je préfère voir un candidat aujourd'hui qui se remet en question parce qu'il est en intérim. Et donc du coup derrière ça c'est de la précarité, mais moi je préfère avoir quelqu'un qui se pose des bonnes questions en précarité que quelqu'un qui est au sein d'une entreprise en CDI et qui se pose plus les questions. Et là on est vraiment dans se poser les bonnes questions et l'humilité. Et dans certains cas, les intérims du coup ont capté plusieurs compétences dans diverses entreprises et ils arrivent et ils sont multitâches. Donc ça peut être une belle opportunité pour l'entreprise. Et s'il se trouve bien, et s'il se sent bien, et si l'entreprise aime bien ce collaborateur, pourquoi pas l'embaucher, oui, en effet. Puis pareil, ces propos-là, c'est pas de la théorie. Je les cite parce que je l'ai vécu. Il y a 35 ans, j'étais intérimaire. La tripartie, je sais ce que c'est. Donc quand on est mis en délégation chez un client, parfois on n'est pas forcément accueilli. Il suffit pas d'avoir un livret d'accueil, il faut appliquer les bonnes pratiques. Parce qu'un livret d'accueil, ça fait pas tout. Donc oui, il y a des outils à mettre en place pour l'accueil d'un candidat intérimaire, mais ça fait pas tout et il faut appliquer les choses. Et moi, pour l'avoir vécu, aujourd'hui, j'essaye de me battre au quotidien pour changer cette vision. Alors, est-ce qu'il y a des avec erreurs... mes équipes. Oh, excusez-moi, Laurent. Est-ce qu'il y a des erreurs, en fait, pour les entreprises, que les entreprises pourraient éviter de faire, justement, lors des phases de recrutement, par rapport à votre expérience vécue Les erreurs aujourd'hui, c'est anticiper. Moi, j'aime pas le confort, mais aujourd'hui, avec ce qui s'est produit, mais même déjà au sein de mon entreprise aujourd'hui, et même là, la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le bâtiment, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'anticipe.
J'anticipe les congés de reclassement, les arrêts maladie, ou des éventuels départs, ça peut arriver. Alors moi aussi, je suis un peu comme Grégory, j'ai très peu de turnover, et tant mieux. Je pense que c'est parce qu'on œuvre au quotidien aujourd'hui au bien-être de notre entreprise, la marque employeur. Mais le conseil que j'aurais à donner, effectivement, c'est d'anticiper au maximum ces recrutements, donc au-delà de l'intérim. Ça, c'est la clé. L'anticipation, quand même, reste... même si nous, demain... on travaille toujours dans l'urgence parce que nos clients nous font appel à nous, c'est presque une demande pour hier. Mais clairement, l'anticipation aujourd'hui, c'est la clé pour réussir un bon recrutement et étoffer ses équipes. Ouais, réussir un bon recrutement, c'est ce qu'on souhaite tous, autant pour le collaborateur que pour l'entreprise. Les erreurs... faut pas forcément se focaliser que sur les compétences. Parce qu'au bout de quelques temps, on se rend compte si la personne va être compétente au poste qu'on lui propose. Faut pas non plus être monotâche, parce qu'on s'ennuie assez vite. Et certaines personnes aiment être monotâches. Donc il faut toujours essayer de s'adapter en fait, à la personne, à ses personnalités, pour essayer de trouver le bon compromis. Après, des erreurs... on en fera forcément. Il faut prendre la moins mauvaise décision pour les postes qui sont importants et qui ont en tout cas une vision stratégique de l'entreprise. Moi, je pense qu'il faille utiliser les services spécialisés de recrutement. C'est leur métier. Donc là, nous, en tout cas, c'est ce que l'on fait. Et c'est pas forcément non plus la solution. C'est une bonne solution. Mais ensuite, il faut essayer Parfois, on a dans certaines écoles ou dans certains apprentissages, on se dit cette personne-là va rester dans l'entreprise parce qu'elle se sent bien, parce qu'en fait, il est en train de performer et il va rester chez nous et ça va être une belle histoire pendant quelques années. Voilà. Sans se dire c'est bon pour 20 ans. Pour personne, c'est bon de se dire ça. Mais je pense qu'il faut pouvoir pas trop charger non plus les personnes en termes de quantité de travail ou d'activité. D'autres personnes, justement, il faut charger parce qu'ils s'ennuient très vite, ils vont très très vite, donc il faut... c'est tout une science. C'est toute une science. Toute une science. Effectivement, c'est les potentiels. Il faut savoir donner il y a des gens qui sont capables d'absorber une charge de travail, des responsabilités plutôt que d'autres. C'est toujours mettre Alors nous, aujourd'hui, au sein de notre activité aussi, voilà, on n'est pas sur de la monotâche. On donner du sens, c'est d'aller jusqu'au recrutement, jusqu'à la compréhension et la fiche de paye. Donc nous, on n'externalise pas nos payes. Donc aujourd'hui, un candidat, quand il y a une problématique sur une lecture de paye, on est en mesure toutes mes équipes sont en mesure de pouvoir y répondre. Mais oui, moi je fais un parallèle avec le sport. Voilà, il y a des marathoniens, il y a des sprinteurs. Il faut composer avec nos équipes. Mais effectivement, aider ceux qui sont en difficulté, pas les mettre dans des situations inconfortables, et puis savoir donner de l'attractivité et des missions avec des candidats qui sont plutôt profil évolutif. Et peut-être que une erreur qu'on pourrait éviter parce qu'on aime peut-être trop notre entreprise, on veut la rendre peut-être trop belle, par exemple. Tous les managers et responsables d'entreprise peuvent être un petit peu dans cette dynamique-là. On aime bien l'entreprise, donc on va être un peu plus, mettre un peu plus de couleurs, en fait. Pour éviter de se mentir ou de mentir à l'autre, faire visiter les lieux, l'écrire, expliquer qui on est, ce qu'on fait, pour que ce soit vraiment très clair, pour que le collaborateur vienne en toute conscience. Mais pour ne pas oublier, je pense qu'il faut mettre en place une méthode de recrutement et puis expliquer point par point ce qu'est l'entreprise, comment ça va fonctionner et les tâches qu'ils vont effectuer au sein de telle équipe. Plutôt que d'arriver avec c'est la fiche de paye, le poste il est beau, il est écrit comme ça et puis finalement au bout de 2 mois ça va plus. On voit trop d'entreprises en fait où les salariés ne veulent plus travailler dans ce type d'entreprise parce qu'en fait ils se sont trompés dès le départ alors que ça aurait été si simple de communiquer honnêtement.
Mais je me jette la pierre à personne. C'est peut-être juste le fait, voilà, de se dire, mon entreprise, elle est top par rapport à mes concurrents, parce qu'en fait, on est là, on fait du commerce, hein, donc on veut montrer nos compétences par rapport aux autres. Mais pour pas se tromper, je pense qu'il faut bien appliquer une méthode et se l'appliquer à soi-même. Écrire sa méthode, hein, et bien se l'appliquer. Et puis c'est pareil, depuis 40 ans, c'est redonner et revaloriser le travail, revaloriser les activités. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont alors il faut tout pour faire un monde, hein. On aura des gens qui sont câblés pour faire des études. Mais aujourd'hui, les métiers du bâtiment... faire comprendre aussi à l'enseignement que un peintre aujourd'hui peut gagner très bien sa vie. Donc il faut donner ce sens-là, et c'est comme ça qu'on va attirer la jeunesse sur des secteurs qui sont en pénurie de personnel, parce que aujourd'hui on les valorise plus. Maçon, c'est un peu maçon, peintre, maçon VRD, ça fait pas rêver, mais justement c'est parce qu'il faut redonner du sens à ces métiers. Et aujourd'hui c'est là qu'il y a des besoins. Enfin, il y a bon nombre d'activités aujourd'hui où il y a des besoins. Il faut revaloriser le travail et les métiers. Les métiers, ça c'est important aussi. Oui, tout le monde est confronté à ça. Il y a un boulanger aujourd'hui qui va se mettre en activité, mais il va forcément bien gagner sa vie. Les bons peintres, les bons charpentiers, et c'est des métiers qui sont très 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 intéressants. Monter une charpente, il y a plusieurs façons de faire de la charpente, je veux dire, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines jeunes générations restent dans le général, alors qu'ils peuvent aller sur le marché du travail beaucoup plus vite, gagner assez facilement de l'argent rapidement, et en plus, à terme, gagner très bien sa vie. Il y a des contraintes comme dans tout métier, hein, mais quand on est derrière un ordinateur, 95% de sa vie, ça a des conséquences qui sont différentes. Alors certaines personnes préféreront être un peu dehors. Voilà. Et jusqu'à la transmission, on parlait de transmission de savoir, mais transmission d'entreprise. Aujourd'hui, il y a plein d'artisans qui voudraient céder leur activité, qui ils n'ont pas repreneur. Et les entreprises, là où donner du sens, c'est ça qu'il faut... je vais prendre quelque chose de très concret, mais un jeune qui veut se lancer dans le bâtiment, on va prendre la maçonnerie traditionnelle. Voilà, il a 25 ans, il se donne une dizaine d'années en tant qu'ouvrier à encadrer des équipes et tout, et à reprendre une entreprise derrière, c'est donner du sens au métier de la maçonnerie traditionnelle. Quand moi je prends des exemples, j'ai très belles entreprises en maçonnerie traditionnelle aujourd'hui, des dirigeants qui demain céderont leur entreprise. Donc ça, il faut communiquer, il faut expliquer ça aux jeunes. Aujourd'hui il y a des métiers, il faut axer. C'est pour ça que la pénurie elle est là aujourd'hui. Personne veut aller dans le secteur hôtelier, plus personne veut aller dans le domaine. Alors aussi, on est un peu responsable de ça en tant que dirigeant. Il y a 30 ans, 40 ans, on valorisait peut-être pas et on communiquait pas de la même manière qu'on communique aujourd'hui. Donc on traîne quand même un peu des savates, si je peux dire. Mais c'est en train de changer. Alors ça va prendre du temps, ça va pas se faire en claquant du doigt. Mais aujourd'hui, il faut redonner du sens à nos métiers, de manière générale, quoi. Alors, puisque vous parlez de changement, j'ai une dernière question. Comment vous voyez l'évolution, on va dire, du recrutement dans les prochaines années ? Alors, comment on peut déterminer l'évolution du recrutement ? Alors, moi, j'ai parlé dans le présent. Parce que les 5 prochaines années, on n'y est pas. Je pense que le recrutement, on s'adapte à chaque fois un petit peu. Il y aura peut-être de nouvelles méthodes de digitalisation. Peut-être qu'on fera visiter notre entreprise avec des vidéos sur Internet. Je sais pas. Il y aura peut-être de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, donc on les utilisera. Aujourd'hui, on utilise quasiment toutes les armes, CDD, CDI, on fait de la cooptation en interne. Je pense qu'on gardera toujours pareil. Il y a la marque employeur à communiquer, du coup il y a du bouche à oreille, du coup il y a plusieurs petits outils qu'on utilise. Et dans les 5 prochaines années, je laisse les professionnels. Oui, je pense qu'il faut pas se compliquer non plus. Je pense que il faut être à l'écoute des nouveaux outils. Le recrutement restera le recrutement. Il faut pas essayer de se réinventer. Non, moi je suis clairement aujourd'hui le recrutement. Oui, il y a des outils performants, mais ça restera toujours sur les mêmes théories.
Savoir écouter, savoir donner du sens, du relief et des perspectives aussi au métier qui évolue aussi. Hein, parce que si on prend le métier de la climatisation aujourd'hui, voilà, il n'y avait pas d'école il y a très longtemps. Enfin, aujourd'hui, il faut être en plomberie, il faut être bon. Dans la climatisation, il faut être bon, il faut être plombier, il faut être électricien. Donc ça, ces métiers-là, voilà, les choses évoluent. Dans le recrutement, c'est pareil. On a des outils en permanence, on évolue avec les outils. Maintenant, l'humain restera au cœur de Et dans 5 ans, est-ce que l'État sera facilitateur, comme il a pu l'être avec l'apprentissage Est-ce que l'école, le monde de l'école va se modifier pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'est le monde professionnel? On se rend compte qu'on forme les étudiants qui arrivent sur le marché du travail, on les forme au monde professionnel. Je blâme pas le corps professoral, mais c'est vrai, c'est pas un stage ou 2 stages en entreprise qui peuvent donner un petit peu les règles de fonctionnement d'une entreprise. Il faut forcément aller dans le bouillon. Donc l'apprentissage, peut-être que dans 5 ans, ce sera 2 ou 3 fois plus que maintenant. On verra ce qu'on nous propose. Et si les formations si les écoles s'adaptent une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois sur 1 mois, faut que... Je pense qu'on parle souvent de l'école et l'entreprise, qu'il faut rapprocher les deux. Ça commence à devenir un peu plus effectif. Moi, j'aimerais que dans les 5 prochaines années, il y ait encore une marche supplémentaire. Qu'il y ait vraiment plus de jeunes qui rentrent dans le monde professionnel dans le cadre de l'école, pour qu'ils soient bien conscients qu'on peut vraiment être heureux au travail et qu'on peut faire grandir en tout cas toute une communauté au sein de l'entreprise. Voilà. Et ouais, pour faire un complément, effectivement, moi je suis tellement sollicité tous les jours par des amis, par des entreprises, à me dire, voilà, j'ai un élève, j'ai un candidat, j'ai ma fille, j'ai mon fils qui cherche un stage. Aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, aujourd'hui, petite PME artisanale, 22 collaborateurs, voilà, on a 3 alternants au sein de notre entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, sans juger, on devrait, tous ensemble, hein, parce que c'est collégial, le gouvernement, tous les instituts, on devrait avoir un quota d'alternants au sein des entreprises par rapport aux tailles d'entreprise. Faut donner du sens, c'est ça aussi. Hein. Moi, j'ai écouté mes alternants et c'était la condition sine qua non. Ah oui, mais j'apprends plus en entreprise qu'à l'école. Ouais, mais l'alternance, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut que tu ailles à l'école et que tu fasses l'entreprise. Mais il y a quand même un élément majeur qui m'a frappé, c'est que mes alternants étaient quand même mieux en entreprise qu'à l'école, parce que c'était donner du sens, en fait, aujourd'hui, mettre en exergue la partie théorie, parce que la théorie et la vie pratique, il y a un delta. Et ça, c'est la clé aujourd'hui et de demain, surtout. La clé, elle est là. Moi, je prône l'alternance à 300% pour nos entreprises de demain. Je te rejoins là-dessus parce que je fais le même constat aussi. Les alternants mettent en pratique ce qu'ils ont après l'école, mais du coup, l'entreprise apporte autre chose en termes de formation. Et donc, du coup, je suis pas persuadé, parce qu'on en a même parlé avec les alternants, ils apprennent aussi un petit peu à l'école, quoi. Enfin, ils leur font apprendre 2-3 trucs à l'école. Ah oui, mais en entreprise, ça se marche pas comme ça marche comme ça, comme ça. Ah bah oui, c'est vrai. Et je trouve que le mix est très très bon. Et si on avait plus d'alternance, ce serait, à mon sens, beaucoup mieux pour beaucoup d'entreprises. Et tous les métiers confondus, hein, que ce soit le tertiaire, pour l'informatique, ou l'industrie comme nous, hein, en secondaire, c'est bon partout. À quel moment on pourrait considérer que l'entreprise ne doit pas s'impliquer pour faire de nos jeunes générations de très bons salariés, de très bons collaborateurs demain? Jamais. Il faut impérativement que l'école et l'entreprise se regroupent et de manière beaucoup plus significative, et que l'État s'implique un peu. Après, mettre des quotas, toujours un peu frileux, moi, parce que il faut que l'entreprise comprenne que ça est vraiment son intérêt. Nous, on a embauché des alternants.
Donc ils sont devenus, ils sont intégrés totalement à l'entreprise et c'est avec de super résultats. On sait exactement avec qui on va travailler demain, ils savent avec dans quelle entreprise ils travaillent et c'est extrêmement vivant. Donc les entreprises doivent s'impliquer là-dedans, je pense beaucoup plus. Et ils en trouveront certainement un grand intérêt. Et savoir les accompagner, hein, prendre des alternants, c'est pas de les laisser dans un coin. C'est moi aujourd'hui, on le voit au sein de nos équipes, les alternants on les garde aujourd'hui. Hein. J'ai des potentiels, on les identifie et aujourd'hui on les accompagne. Mais c'est comme un stagiaire, hein. Quand on nous sollicite pour un stage, c'est de s'assurer qu'on puisse au moins les encadrer. C'est pas de les mettre dans un coin sur un PC voilà. Ça reste toujours de l'accompagnement, de la communication et même si c'est un stage de 15 jours, c'est être les ambassadeurs de leur avoir transmis et donner une vision très claire sur le sens d'une mission qu'ils pourraient avoir au sein de l'entreprise où là ils sont en stage. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. J'espère que vous cernez désormais plus clairement les défis du recrutement et les différentes stratégies pour attirer et retenir les meilleurs talents. Un grand merci à nos deux invités pour leur précieuse expertise et leur partage d'expérience. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos retours bienveillants. Ce podcast a été rendu possible grâce aux talents combinés de l'agence CMS, Kin Studio et Semaprod. Merci infiniment. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos collègues, vos amis ou vos ennemis. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires. Vos retours sont essentiels pour nous aider à rendre ce podcast encore plus intéressant et utile. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. À la prochaine pour une nouvelle aventure passionnante dans le monde de la communication. Point à la ligne.